Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 27e épisode de recevoir Olivier Fortier. Olivier, comment vas-tu? Bonjour. Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Très gentil. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast intitulé Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Justement, on va ailleurs, je pense vous avez remarqué le petit accent d'Olivier. Nous allons au Canada, à Montréal, et nous allons partager avec Olivier son parcours assez original de son activité, je crois, dans l'IT, vers la création de GoPirate. Mais je vais laisser Olivier commencer par la question traditionnelle, une petite présentation, introduction de ton profil, Olivier. Volontiers. Écoute, moi, je viens effectivement du monde de l'IT. En fait, j'ai fait une quinzaine d'années en développement. Aujourd'hui, on appellerait le développement front-end, probablement. À l'époque, quand je le faisais, ça ne s'appelait pas comme ça, mais reste que je faisais des sites web. Hein? Après une quinzaine d'années là-dedans, je suis devenu éventuellement gestionnaire, chef d'équipe, et pas nécessairement un très bon, hein, parce que je répétais les réflexes que je voyais autour de moi. Hein. Les autres gestionnaires agissaient comme ça, je faisais la même chose, pour me rendre compte que je me sentais mal là-dedans. Donc, j'ai fait une petite réorientation de carrière éventuellement. Je suis devenu Scrum Master, pour ceux qui connaissent le rôle dans le développement logiciel, qui est essentiellement un coach d'équipe. Exactement. Qui n'a pas l'autorité sur l'équipe et qui a davantage d'autorité peut-être sur les processus, etc. Et j'aimais beaucoup justement l'idée d'accompagner une équipe sans avoir une autorité. Et c'est pas parce que j'aimais pas être gestionnaire. J'avais peut-être un problème éthique avec l'autorité, moi-même. Éventuellement, pour moi, l'agilité je voyais ça au départ comme la porte vers l'épanouissement. C'est-à-dire que, wow, OK, ça encourage l'autogestion, ça encourage vraiment les gens à aller au maximum de leur potentiel, à prendre des décisions. Et pour moi, ben voilà, c'était réglé. Maintenant, tout le monde allait être épanoui dans l'agilité. Quelques années plus tard, je me retrouve dans une très belle entreprise, jeune et dynamique, et on est agile. Oui. Mais mon équipe autour de moi est quand même misérable. Moi inclus. Donc c'est bien le sujet, le agile ou le agile. Oui, agile, oui, exactement. Donc, tout le monde en fait. Malgré l'agilité, c'était pas un gage de garantie d'épanouissement dans le travail. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi à un moment donné parce que j'ai perdu un tiers de mon équipe en un mois. Et moi aussi, éventuellement, j'étais prêt à quitter. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas l'agilité la solution, finalement. Il manque quelque chose, probablement quelque chose comme une mentalité où on traite les gens comme des humains. Et si les entreprises ne sont pas prêtes à le faire, moi, je vais le faire, qui est à montrer l'exemple. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré en même temps Maurice, qui est mon associé aujourd'hui. Donc Maurice Lefebvre, qui est aussi dans l'IT. Ouais. Hein? Un gros barbu comme moi. Voilà. Beaucoup de gens pensent qu'on est frères. C'est marrant. Je connais la thématique. J'ai un pote comme ça aussi avec qui on bosse et pourtant on a des noms différents. Ah, vous êtes frères? Ben non, on n'a pas le même nom. Enfin. C'est un hasard. Oui. Et Maurice, essentiellement, lui, il m'a pris alors que j'étais au fond du baril. Et il a cette généreuse habitude d'enlever ses gants blancs. Quand il voit quelqu'un qui est qui est dans le fond du baril, mais qui a un bon potentiel, il s'assure que cette personne-là dise l'absurdité de sa situation en public devant lui. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Il va s'assurer que ça soit intolérable pour toi et que tu puisses jamais oublier à quel point tu es dans l'absurdité. Donc, tu as deux choix. Bloquer Maurice de ta liste d'amis ou faire quelque chose. Et lui, il va te botter les fesses jusqu'à temps que tu fasses quelque chose. Et c'est ce que j'avais besoin à l'époque. Ah, c'est marrant, j'ai quelqu'un comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il n'aime pas voir du potentiel gaspillé, Maurice. Donc, il essaie de se l'approprier pour toi au début, jusqu'à temps que toi, tu te l'appropries. Hein? OK. Donc, je me suis mis à utiliser mon réseau, LinkedIn spécialement, hein, c'est là-dessus qu'on est le plus actif, pour commencer à parler d'humanité dans le travail et aussi de l'inhumanité du travail. Et je me suis fait connaître dans les 4-5 années qui ont suivi, hein, c'est arrivé en 2017 jusqu'à aujourd'hui, comme le gars qui ramène l'humain au cœur du travail et pour qui l'épanouissement dans le travail est un but à atteindre.
Maintenant, éventuellement, Maurice et moi, on est devenus des associés. On a eu une compagnie ensemble avec un autre associé qui n'est plus dans le corps aujourd'hui. Et on vendait des services aux entreprises pour se rendre plus humaine, plus progressiste et tout ça. Mais on trouvait qu'on n'allait pas assez loin. Et donc, à un moment donné, on a dit, pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas notre déguisement d'homme d'affaires en complet cravate et qu'on ne met pas nos vraies couleurs? C'est-à-dire, on est des gens qui dérangent, on souhaite un changement de paradigme drastique dans le travail, et on souhaite avoir une économie où la prospérité est pour tous, pas juste pour une petite poignée d'individus. Donc, on a décidé à ce moment-là de lancer GoPirate, de s'afficher comme on est en ce moment. C'est essentiellement, on est des pirates du monde du travail. On brise des règles pour en proposer des meilleures. Puis, on essaie de donner des options aux gens, de diversifier les options des gens pour que, simplement, aller travailler le matin ne soit pas le seul choix qu'ils aillent. C'est-à-dire, aller travailler le matin pour une entreprise qui abuse de nous là, et pour un job qu'on n'aime pas, tu sais, pas que ce soit la seule option des gens. On veut que les gens puissent s'épanouir et on veut des entreprises davantage intéressées par l'humanité et le potentiel des gens et une prospérité qui soit collective. Donc, on est nous-mêmes un organisme à but non lucratif d'économie sociale et on essaie, beaucoup de gens avec la pandémie se demandent qu'ai-je fait toute cette vie? Donner du sens. Je me demande ce que je peux bien faire de nouveau et qui va m'apporter plus de bonheur. Ben, tous les gens qui veulent se lancer en affaires, on les accompagne, puis on essaie de les aider à se lancer en économie sociale, si possible. Je ne sais pas si... c'est quoi, toi, ta description de l'économie sociale? Je te mets sur le spot. Alors c'est moi maintenant qui suis interviewé. J'aime bien le retour. Un bon retournement de situation, mais c'est très bien. J'ai connu l'économie sociale dans le sens où j'ai fait du bénévolat dans des associations comme Artisans du Monde, qui est en fait à l'origine de l'économie, comment on appelle ça, commerce équitable, avant qu'il y ait toutes les certifications Marc Savellard et compagnie. Donc c'est un sujet dans le sens où on remet l'humain au centre du sujet, du terme du travail. Et c'est vrai que, je ne sais pas je pense qu'il y a une définition, l'économie sociale, on parle aussi des économies en circuit court, c'est se dire, voilà, les gens ont besoin, enfin je ne sais pas, je fais une petite digression, il va falloir m'arrêter aussi. La digression, c'est que les gens veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et je crois que c'est ce qu'on avait discuté un peu avant, en off, tous les deux. C'est que se dire, bien sûr, on arrive à une phase où on a travaillé une quinzaine d'années. Ce que tu as dit, tu as fait une dizaine d'années en tant qu'IT. Puis te dire, voilà, j'ai fait tout ça. Et au fait, on n'est pas des machines. C'est ça que je pense les entreprises oublient. C'est si c'était des machines, on n'aurait pas besoin d'avoir de l'humain. Donc voilà, pour moi l'économie sociale c'est un peu ça, c'est-à-dire que le profit, oui bien sûr, une entreprise n'est pas là pour faire du caritatif, c'est malheureux à dire, ça c'est le vu économique, mais au final à l'intérieur c'est des humains, et je pense que c'est ce qu'on a discuté une fois, je ne sais plus si c'est Bronson qui disait il ne faut pas s'occuper de ses clients dans une entreprise mais plutôt de ses employés. Si les employés sont ravis de venir travailler, correctement rémunérés, qui savent qu'ils apportent une valeur ajoutée humaine à leurs clients, c'est eux qui vont s'occuper des clients. Et un employé ravi, c'est des clients ravis. Voilà. Ouais. Nous, notre définition d'économie sociale est en réaction à l'économie actuelle, essentiellement, qui est l'économie actuelle traditionnelle composée de l'idée de base derrière, c'est d'essayer d'extraire le maximum de valeur de tout ce qui bouge, soit employés, clients, partenaires, fournisseurs, et de la concentrer le plus possible dans les mains d'une élite. Ouais. Nous, on veut offrir une alternative à ça. L'économie sociale existe déjà, mais est, en tout cas, du moins au Québec, plutôt inconnue ou mise à part, un petit peu marginale. Oui. Donc, l'économie sociale, pour nous, c'est simplement une entreprise qui est capable d'aller chercher des sous. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est un organisme à but non lucratif, qu'on ne fait pas d'argent. Non. Donc oui, on demande de l'argent. On se paie avec et on paie nos dépenses et tous nos trucs nécessaires. Mais l'idée est que, au lieu de mettre tous nos profits dans nos poches, on les réinvestit dans notre communauté.
Donc, les profits deviennent des surplus qui sont réinvestis. Donc, imagine que pour une entreprise qui fait des milliers de millions de dollars, ou d'euros, hein, c'est comme vous voulez, imagine que chaque euro ou chaque dollar, au-delà de toutes les dépenses et les paies, sont réinvestis dans la communauté au lieu de contribuer à acheter une 7e Lamborghini pour le PDG. Oui. C'est extrême comme idée, mais vous voyez, vous voyez un petit peu la différence. Oui. L'idée, c'est qu'on veut amener les gens à avoir cette réflexion sur être une entreprise qui fait plein d'argent pour une personne, c'est pas le seul modèle. C'est attirant, mais c'est important aussi d'avoir de l'impact dans la vie, de l'impact dans la société. Les gens, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais ici, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Oui, en Allemagne, on l'a aussi. On l'a en Europe en général aussi, puisque je pense que c'est générationnel aussi. Le modèle, excuse-moi, mais le modèle, comment on va dire, 8 to 5 ou plus tard, d'aller à l'usine, c'est de nos parents ou de nous on est entre deux générations. La génération à venir, ils se disent non, ils veulent travailler pour donner du sens à ce qu'ils font. Donc oui, cette pénurie, et moi je le vois aussi, dans le sens où il y a des postes, je pense que vous en avez posté aussi là-dessus, sur ce sujet-là, où on cherche toujours des candidats motivés. Tu regardes une offre d'emploi, et l'offre d'emploi, c'est malheureux à dire, mais c'est du copier-coller avec des mots, il nous faut motiver, flexible, connais ça, et ça me fait toujours penser à cette photo, je pense que tu pourras me corriger, où quand on demande à un junior de 25 ans d'avoir 10 ans d'expérience dans tel et tel sujet, tu as cette photo de... Je crois c'est une visite de chantier avec 20 gamins, quoi. Donc voilà, c'est et voilà, on arrive à l'absurdité. Exact. La plupart des entreprises en ce moment qui ont une véritable raison d'être, et pas centrées sur eux, mais centrées sur l'impact qu'ils veulent avoir sur la société, puis qui font rayonner cette raison d'être-là, ont étrangement pas trop de problèmes de pénurie de main-d'œuvre. C'est parce que les gens ne vont pas nécessairement appliquer là-bas juste pour manger, pour avoir un chèque de paye. Ils sont là pour la cause aussi. Les entreprises que tu ne peux pas trop savoir, ou quand tu leur demandes à un recruteur, c'est quoi vos valeurs? On existe pour servir nos clients, nanana. Oui, mais encore. Hein? Qu'est-ce que ça apporte à la société? S'il y avait des raisons d'être comme ça qui étaient plus... qui étaient davantage définies, connues, mis de l'avant, et pas juste pour faire beau, pour que les actes suivent les paroles, on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut faire aussi en mettant de l'avant l'économie sociale, parce que c'est connu, les salaires sont peut-être pas nécessairement aussi compétitifs, disons, que le secteur privé, mais l'idée, c'est pas parce que on ne fait pas de profit qu'on ne fait pas d'argent. On est capable de payer des salaires, mais en plus, tu vas avoir un impact. Et on veut montrer ça aux jeunes, aux moins jeunes. C'est quelque chose qu'on souhaite développer. On a des projets associés à ça. Mais l'idée étant, ayons une alternative. Aller à reculons, travailler le matin, c'est pas la seule option. Non. Les gens qui font des burn-out ou qui la crainte du lundi matin. Le monde en burn-out est vraiment à la baisse en ce moment. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'ai. C'est ce que je vois aussi, dans le sens où les gens disent bon, ok. Mais la réflexion, je pense qu'on l'a eu. Moi, je l'ai eu avec des amis. C'est-à-dire que si tu étais payé, j'en sais rien, moi, 10 000 € de plus, est-ce que tu serais plus heureux? Et en fait, c'est la question de dire à partir de quelle somme, quel salaire mensuel tu achètes ton bonheur, ou tu acceptes, les Allemands en termes pour ça, c'est le Schmerzgeld qu'ils appellent, c'est l'argent de la douleur, c'est-à-dire, ok, le Schmerzgeld, c'est l'argent quand tu as payé en indemnisation, c'est un peu extrême, hein, mais avec le temps, je me suis dit, voilà, c'est l'argent qui permet le salaire qu'on te paye, c'est pour compenser ta tolérance à ce que tu fais en disant, voilà, on t'endort dessus. Donc c'est vrai que le besoin de rechercher, comme tu dis, s'identifier à la valeur d'une entreprise, la reconnaissance de l'humain, c'est des éléments qui, des sociétés, je ne veux pas dire que toutes les sociétés exploitent comme des citrons leurs employés, mais si l'employé s'identifie à ce moment-là, ça permet de grandir ensemble, et c'est même plus profitable pour tout le monde, puisque c'est du win-win pour tout le monde.
Un salarié heureux va être plus productif, va être moins malade et va être plus fidèle à sa société. Je peux te citer l'exemple de, je sais plus, tu as dû l'entendre, une société américaine de très peu d'employés. Le patron, le fondateur de la société avait limité son salaire à, je sais plus si c'était 70 000 dollars. 70 000, c'est Dan Price. Ouais, c'est ça, voilà. Et pour distribuer, pour que tout le monde ait le même salaire dans la société. Et au final, la société, personne n'est parti. Et il n'y a pas eu de licenciement et la société fonctionne très bien. Après, il y a plein d'autres exemples. Oui, ben c'est un très bon exemple. En fait, pas tout le monde a le même salaire. Il a élevé le salaire de base à 70 000 $ américains. Donc, le salaire minimum est drastiquement augmenté. Donc, certains ont... Mais c'est correct. Il s'était simplement rendu compte qu'une employée avait 2 travails pour pouvoir survivre. Et cette réalisation-là lui fait demander, mais qui suis-je pour imposer ça à quelqu'un qui fait du bon travail? Exactement. C'est très intéressant, ça. C'est un des gars qui nous inspire beaucoup, Dan Price. On l'aime beaucoup. Comme quoi, tu vois, on a les mêmes sources d'inspiration. Oui. donc, dans ton message, pour revenir un peu à la création de GoPirate, organisation non lucrative d'économie sociale, votre message, c'est de remettre l'humain au centre, c'est bien ça? Remettre l'humain au centre et se rapproprier son narratif aussi. Quand on s'adresse aux gens, là, quand je dis, aller travailler à reculons chaque matin, c'est pas une finalité, ben, il y a des moyens de se rendre là. Donc, via un paquet de choses. LinkedIn, on est très actif. On a un podcast, nous aussi, GoPirate, le podcast. Oui. Il est aussi disponible sur YouTube en version vidéo. On donne des trucs aux gens gratuitement. La connaissance, on pense que ça devrait être libre de droit. Oui. On donne des trucs aux gens, comment se réapproprier leur propre contexte de travail. Comment ne pas simplement être une victime et attendre qu'on nous sauve. Personne ne va venir nous sauver. Non. Et juste pas ne rien faire jusqu'à temps qu'on ait une autre opportunité. Des fois, il faut créer ses propres opportunités. Donc, on essaie d'aider les gens à faire ça via notre podcast et nos communications en ligne. On essaie aussi d'encourager les entreprises à devenir plus progressistes un petit peu dans leurs approches de travail pour essentiellement pas faire comme les autres. De toute façon, il n'y a personne qui ne s'est jamais démarqué en faisant comme les autres. Non. Donc, l'idée, c'est pourquoi ne pas essayer autre chose, de briser les traditions. C'est pas parce que ça fait 100 ans qu'on fait les choses de la même façon. Oui, c'est encore pertinent aujourd'hui. La citation classique, on a toujours fait comme ça et on va continuer à faire comme ça. C'est ça, exactement. Ça me Donc, on essaie de les inviter à justement se démarquer en étant plus humain. Exactement. Ça règle beaucoup de problèmes. Donc Olivier, dis-nous, tu nous as parlé donc du message, de ton cheminement, parlé donc du nom de votre organisme, GoPirate, écrit avec un Y, Pirate. D'où vient ce nom? Comment vous est venue l'idée? C'est assez simple en fait. D'abord, mon associé Maurice est historien, donc ça l'a aidé. Mais on était déjà des fans d'un certain groupe de pirates en particulier qui agissait dans les Caraïbes. Les flibustiers, alors. Au XVIIe siècle, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Il s'appelait The Flying Gang. Oui. Ça, c'est la bande de Barbe Noire. Là, okay? Ah oui. Cette Barbe Noire, Anne Bonny, Charles Vane, certains noms qu'on entend encore aujourd'hui. Oui. Ces pirates-là en particulier, parce qu'il y a eu des pirates qui existent depuis des milliers d'années. Oui. Mais ce groupe-là a fait quelque chose de particulier parce que après la guerre, il y avait une guerre où ils œuvraient comme dans la marine pour leur pays. Comme mercenaires, oui. Les fameux mercenaires. Oui, c'est ça, un petit peu. Et ils se sont simplement fait jeter à la rue. On n'a plus besoin de vous, merci, la guerre est finie. Voilà, par les Anglais, par exemple. Vous avez fait tous les sacrifices. Oui. Merci pour rien. Oui. Donc, il a décidé de se rebeller. Tout ce qu'ils avaient à faire, eux, c'est être matelot ou être marin. Donc, ils ont décidé de se rebeller, de se partir en affaires, essentiellement, mais sous leurs propres termes à eux. Donc, on a bien sûr l'image du capitaine pirate qui est un tyran sans merci, mais c'est faux. C'est faux pour ce groupe-là, du moins. Ils ont réussi à faire des choses des années 1700, qu'on a de la difficulté aujourd'hui à rattraper. OK? Je te donne un exemple. Le capitaine était élu démocratiquement. OK. Donc, le capitaine, c'était pas c'est le maître à bord, le seul maître à bord, le tyran du bateau, du navire. Le seul maître à bord était l'équipage qui prenait les décisions. Le rôle du capitaine était
de trouver des pistes de prospérité pour l'équipage. Okay. Il y avait aussi le quartier-maître, qui était essentiellement un peu l'équivalent de représentant syndical. Il s'assurait que le capitaine ne soit pas justement un tyran. Donc, il avait le même rang que le capitaine, mais il était aussi au service de l'équipage pour s'assurer eux les mettre en échec, les rappeler à l'ordre. Le capitaine ne pouvait pas faire ça. Le seul moment où le capitaine avait autorité absolue, c'était lors d'un combat. C'est pas le temps de faire la démocratie quand notre vie est en danger. Donc, c'était le seul moment où le capitaine, on devait le suivre au doigt et à l'œil. Ça, c'est un exemple. Un capitaine qui a été élu démocratiquement, on ne voit pas ça dans les entreprises aujourd'hui. Quelques entreprises, mais il y en a très peu. Ou les sociétés qui ont été rachetées, celles qui ont été rachetées par leurs employés, par exemple. Moi, je vois cet exemple-là. Je pense qu'en France, j'en ai connu quelques-unes. Mais c'est des sociétés, je ne sais plus comment on appelle ça, qui appartiennent en fait à leurs employés. Exact. Puis, il y a d'autres exemples. Ils avaient des assurances pour les individus. À l'époque, c'était surtout des assurances pour les cargos, les cargaisons. Eux, si quelqu'un perdait un membre, il se faisait blesser lors d'un combat, etc., ils avaient une part du butin pour les aider dans leur survie, pour pas qu'ils crèvent de faim. Et contrairement dans la marine militaire, les autres se faisaient jeter au premier port parce que c'était une bouche de nourrir de trop qui ne pouvait pas nous aider. Donc, au lieu d'être abandonnés, on leur donnait une part avant que le butin soit découpé également. Aujourd'hui, dans les entreprises, j'ai lu récemment aux États-Unis la chaîne de restaurants Chipotle. Le PDG a 3000 fois le salaire moyen de son entreprise. 3000 fois. OK? C'est indécent. Fait que les pirates, eux, s'étaient séparés. Disons qu'un équipage était à peu près 100 personnes, c'était divisé à peu près en 120. Il y avait certains rôles qui avaient des parts un peu plus grosses. Et c'était voté par l'équipage. Ça non plus, on ne retrouve pas ça, ce genre d'équité-là salariale aujourd'hui. On parle encore d'équité salariale homme-femme. Oui. Et puis on a de la difficulté à réussir ça. Donc imaginez équité salariale sur l'effort fourni pour atteindre un objectif. C'est encore rare. Plein de belles choses comme ça. Écoute, il y avait des mariages homosexuels sur les bateaux. Toutes des choses que, pour nous, il y a 300 ans, c'est impensable. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Donc, eux ont fait ça. Et ce qui est intéressant aussi... excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Non, en fait, ça me fait penser... les pirates, beaucoup de pirates s'étaient rebellés contre le système. C'est qu'un peu le pirate de Hambourg. Mais moi, je suis à Hambourg. L'histoire de Storterbecker, qui en fait... C'est un peu, on retrouve souvent des pirates comme ça dans le sens des Robin des Bois qui volaient aux riches pour redistribuer la richesse à certains. C'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire le partage. Bon, après, bien sûr, il y a le côté romanesque de la littérature dans le sens où c'est un tyran ou construisait une économie en place parce que pour la Hanse, la Hanse était une association de commerçants et bien sûr que ce genre de pirates qui redistribuer ces richesses-là, un corporatisme, ça passait mal. Puis, ce qu'on aime bien aussi, on s'en est beaucoup inspiré, Barbe Noire, là. Pas pour rien que c'est le pirate qu'on connaît. Le gars avait une stratégie de marketing globale bien avant Coca-Cola. Dans le sens où c'était dangereux d'être un pirate. Tu ne trouves pas des pirates sur LinkedIn ou sur Indeed ou sur des sites de recrutement, n'est-ce pas? Oui. C'était dangereux. Et puis, tu étais... disons que c'était difficile aussi de faire réparer un bateau dans tous les ports quand tu es illégal et tout ça. Donc, l'idée était de le moins possible se battre. Parce que plus on se bat, plus on a des blessés, des morts difficiles à remplacer. Et on ne peut pas se permettre de réparer le navire à toutes les 2 semaines parce qu'on est illégaux dans tous les ports. Donc, l'idée est comment on peut faire pour avoir un narratif ou un marketing qui va faire que les gens craignent et se rendre plutôt que se battre. Sans combat, Donc l'image. Exact. Donc lui, il a, Barbe Noire, weaponisé son marketing. Il se mettait des mèches de canon dans les cheveux et la barbe avant d'aller négocier avec un ennemi. Et il allumait ça, lui. C'est sûr que les gens trouvaient que c'était un fou furieux. Ça prenait juste des rumeurs comme quoi si tu te rends pas, il te coule automatiquement pour que les gens commencent à se rendre automatiquement. Alors qu'ils n'avaient jamais coulé personne. Ou peu, en fait, seulement quand c'était nécessaire. Les historiens aujourd'hui s'entendent pour dire que, il a été dans la marine avant, il a probablement tué des gens quand il était dans la marine,
mais dans sa carrière de pirate, il n'y a aucun archive qui dit que Barbe Noire a tué qui que ce soit avant le combat final dans lequel il est mort. Uh-huh. Donc, comment se faire craindre sans avoir à tuer quelqu'un? Ouais. C'est un marketing. C'est du storytelling. Ouais, c'est ça. Beaucoup de films aussi. Tu vends quelque chose qui n'est pas réel. C'est l'impression, c'est un peu d'impressionner l'adversaire pour aller au moindre frais, quoi. Ouais, live the brand. C'est pas grave si les gens t'aiment ou t'aiment pas, il faut qu'ils te connaissent. Il faut que ce soit impossible à ignorer. Et c'est pour ça que nous, sur notre podcast, en vidéo, on est déguisés en pirates. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui nous connaissent, qui n'ont jamais écouté, mais ils savent on est qui. Ouais. Mais ils n'ont pas écouté ce qu'il y a derrière et qui est beaucoup plus large sur le bien-être au travail, sur comment se réapproprier son travail. Super intéressant. Ça me fait venir maintenant, donc on a dit Go Pirate, donc inspiré de l'histoire de ces pirates des Caraïbes. Pour ne pas faire le lien, tous font le lien maintenant, malheureusement, c'est le problème de Disney. Hein. Les contes classiques sont revisités à la sauce Disney et puis des générations pensent que c'est tout créé par Disney. Bon, enfin, je veux pas jeter un pavé, mais c'est fait. Et comme vous êtes une association, comment on peut devenir membre? Parce que je me suis posé la question, je suis allé donc sur votre site, tu peux nous l'indiquer? Bien sûr, c'est gopirate.com, pirate avec un Y. Hein? Mm-hmm. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, c'est pour se dissocier des pirates informatiques et des pirates maritimes modernes. Mm-hmm. Il y en existe encore. Oui. Et vous allez avoir un bloc informatif qui explique les avantages de devenir un membre de notre OBNL. Mm-hmm. Et ça vous envoie vers notre compte Patreon, qui permet de soutenir des créateurs de contenu. Donc, en devenant notamment quelqu'un qui nous soutient financièrement sur Patreon, vous avez accès à un paquet de contenu qui bonus, dans le fond, un accès direct à nous, quoiqu'on est assez accessible quand même. Oui. Et plein d'autres, des rabais, des choses comme ça, des petits cadeaux. Mm-hmm. Et l'idée étant, c'est pas juste pour nous aider à faire le podcast et tout ça, c'est vraiment parce que vous croyez à la cause et qu'on la soutient pour vous. Mm-hmm. Vous nous aidez à faire avancer les choses. Donc, on a une cinquantaine de membres, là, déjà. Ça va très vite. En un peu moins d'un an, en plus, hein? Écoute, on est devenu une OBNL vers les fêtes cette année, depuis le mois de mars. Donc, de mars à septembre, on aura récolté une cinquantaine de membres. Là, donc mars 2021 pour nos auditeurs. 2021, cette année. Ouais. Ah d'accord. Ah ben disons, c'est comme quoi on peut créer une association ou un organisme à but non lucratif en ligne pour fédérer derrière une idée qui je trouve superbe et qui, on part sur le principe tout travail mérite salaire, et c'est bien parce qu'il y a des frais, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ou que de paroles, il y a certains frais et je trouve que c'est bien. On sait on soutient financièrement et on sait que cet argent-là est utilisé pour une cause noble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Autre chose à ajouter peut-être? On arrive un petit peu à la fin de notre thématique. Je pense que de cet épisode, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est vrai que c'est une première pour ce podcast, on va dire, très orienté en Allemagne. Aller au Canada, je trouve. Moi, j'ai commencé aussi au mois de mars. On m'aurait dit au mois de mars, j'aurais commencé à interviewer, comme je le fais, des pirates barbus du Canada. J'aurais rigolé. Donc, comme quoi, tout est possible. Oui. En fait, une chose que je pourrais dire, la preuve, on est ici aujourd'hui, avec la technologie, tout ce qui est disponible aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas mettre nos efforts en commun. Peu importe notre localisation, peu importe où on habite, pour rendre le monde meilleur. Donc, un appel ici à tous ceux qui veulent changer les choses. N'hésitez pas à venir parler avec nous. On aime ça, faire changer le monde en idées et en action. On aime beaucoup l'action. Donc, ça va nous faire plaisir de nous mêler à vos projets aussi. S'ils ont une ligne directrice commune qui va dans la prospérité collective et l'épanouissement des gens, c'est notre dada. Donc, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Écoute, je crois que c'est bien résumé. En plus, je pense qu'on se rejoint là-dessus sur cette thématique. C'est pas pour rien que j'ai été ravi de te trouver sur ces réseaux sociaux, sur LinkedIn, et que tu aies accepté de participer à ce podcast sur les entrepreneurs, sur penser le travail autrement. Merci beaucoup, Olivier. J'espère qu'on n'en restera pas sur un seul épisode. À bientôt et merci.
C'est quand tu veux. Merci beaucoup de l'invitation et à bientôt. Merci à toi. Ciao. Bye. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 27 avec Olivier Fortier, le cofondateur de GoPirate, vous a plu. Je vous invite à aller visiter leur page sur GoPirate, GOPYRATE.com. Je vous invite aussi sinon à aller chercher sur YouTube pour regarder leurs vidéos qui sont très instructives. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, l'épisode 28. Comme Monsieur Joe n'est pas parti en vacances avec les pirates mais est en congé, l'épisode 28 sera une surprise. Vous verrez bien, donc je vous dis à bientôt et restez curieux. Ciao!